Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeRFPV. Aujourd'hui, on va découvrir le eShine X220 HV et pour ça, quoi de mieux que de le démonter ensemble. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous en faire gagner un exemplaire. Donc voilà la belle grosse boîte du eShine X220 HV. Donc on va pas trop s'y attarder, mais je voulais quand même préciser que sur un produit pas très cher, on peut avoir un beau packaging, même si ça change pas grand chose aux qualités de vol du quad. Donc dans la boîte bien protégée, on retrouve deux jeux d'hélice Cyclone, donc d'Alprop T5046C. Donc ça c'est pas trop mal, un gros pas pour des LOKV. Un petit jeu de Rislan pour venir fixer les différents composants. Des landing pads, donc il y en a 4. C'est très peu cher à acheter sur Banggood, donc, mais c'est toujours sympa d'en avoir. Et ils sont relativement fins, donc c'est pratique quand les bras le sont. Ensuite, on a deux entretoises en spare. Donc on a une entretoise, celle-ci pour la caméra à l'horizontale. Et les petites entretoises de 20 mm pour espacer la bottom plate de la top plate. On retrouve ensuite un petit jeu d'outils en carbone, comme ils savent très bien le faire chez eShine. Donc pour démonter les différents accessoires de la frame. Une antenne, copie de TBS Triomphe. Avec une connectique RP SMA. De la visserie, donc des vis et des écrous Nilstop en spare. Les écrous pour les moteurs, vous pouvez voir qu'il y a deux tailles différentes parce que comme bien souvent sur les moteurs chinois et eShine, on a des moteurs qui tournent en sens horaire et d'autres en sens anti-horaire pour ne pas se dévisser lorsque les moteurs tournent, même si normalement avec du Nilstop il n'y en a pas particulièrement besoin. Un support pour GoPro, ou non Runcam, je crois qu'ils fournissent ça pour Runcam, mais quoi qu'il en soit il me semble que les deux rentrent dedans. Ça c'est pas imprimé en 3D, ça a l'air moulé, mais c'est souple. Moins souple que du TPU je trouve, à voir ce que ça donne en vol. Voilà, ensuite on a fait le tour, on tourne tout de suite sur le quad. Donc le quad, on va le démonter ensemble pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc à l'extérieur déjà on peut voir quand même que le montage est relativement clean. Donc on a deux cartes à l'avant et deux cartes et demie à l'arrière, puisque entre le VTX et le buzzer on a un petit Speedy B, mais on y reviendra après. Donc les moteurs, donc ce sont des eShine 2306 1650 kV, donc qui acceptent jusqu'à 6S, avec un design assez simple, 4 branches, open bottom, et ils sont donnés à 35 grammes l'unité pour une conso max de 36 ampères et une poussée théorique de 2350 grammes chacun, donc ce qui fait quand même pas mal au cumulé. On peut voir le câblage relativement propre avec les fils aux couleurs des moteurs et donc des hélices que je vous ai présenté juste avant, violet, bien câblés, les petits scotch bon, qui se décollent un peu mais qui ont été mis par eShine. C'est pas moi qui ai fait la finition. Donc une top plate assez classique, on retrouve la pigtail à l'arrière, certains n'aiment pas, ils disent que ça peut s'arracher avec la lipo. Personnellement j'ai ça sur mon Flowride, j'ai jamais eu de soucis. Seul truc c'est que j'ai protégé moi un peu au niveau du carbone, parce que lorsque ça bouge trop, là clairement c'est un coup à venir sectionner le fil et donc faire un courju. Je me dis même que si ça passait en dessous, ce serait peut-être pas plus mal. Donc top plate et bottom plate espacés par 8 entretoises, 4 de chaque côté, qui font chacune 2 cm, donc c'est très étroit, mais mine de rien ils ont calé pas mal de trucs. On a ici les caméras plates qui descendent jusque là, voilà, avec l'entretoise dont je vous parlais en spare, ici pour séparer les deux caméras plates, et donc qui permettent, ce petit trou là, qui vient du coup, l'entretoise protège la caméra, permet quand même de mettre une caméra au format mini. Donc celle-ci c'est une Euro Mini Pro, qu'on n'a pas encore testé en battle cam. Ceci dit, ça reste un capteur CCD et aujourd'hui je trouve que les CMOS des Falcor et Predator sont quand même nettement meilleurs. Là on est sur une lentille, donc là qui est protégée, lentille de 2,5 mm et qui offre 650 TVL.
En dessous, on retrouve les 4 bras, donc en croix avec une croix en carbone qui vient les maintenir en sandwich. Les bras sont donnés à 5 mm. Donc j'ai un petit souci avec mon pied à coulisses, donc je vais pas vérifier. On va se fier aux fiches constructeurs. Donc bras de 5 mm. La bottom plate, elle, fait 3 mm, tandis que la top plate est à 2 mm et 1,5 mm pour la croix en X. Croix en X qui a été fixée avec les écrous nil stop sur le dessous. Du coup, ça fait relativement épais et pas spécialement joli. Encore, les écrous auraient été violets comme le reste du quad, ça aurait fait un rappel assez sympa. Là, je trouve pas ça spécialement cool. Avec l'espace qu'on a en dessous des ESC et là, l'espace qu'on a sur le dessus, il y a peut-être moyen pour faire plus sympa en dessous de les mettre par-dessus. Bon, ça va dépendre des montages, même si celui-ci, en tout cas, monté comme ça d'origine, c'est fait ainsi. Donc je vais tout de suite enlever la top plate pour qu'on ait un peu accès à l'électronique. Voilà, j'ai enlevé les 8 vis. Donc vous l'aurez remarqué, le packaging inclut 2 straps à lipo qui passent dans la top plate de part et d'autre. Donc ça, c'est pas forcément facile à mettre, mais au moins ça bouge pas. Et les trous ont le mérite d'être là de chaque côté. Donc la top plate est relativement trouée, ça doit certainement réduire un petit peu le poids. À voir ce que ça donnera en termes de résistance. Elle a l'air un petit peu souple. Par contre, les découpes carbone ne sont vraiment pas moches. Après, je suis pas expert en carbone. Donc là, seuls les crash tests nous diront ce que ça vaut. Donc les vis étaient bien serrées. J'ai l'impression qu'elles étaient un peu collées à la loctite ou au frein filet. Je le vois pas, donc il devait être transparent. En tout cas, j'ai pas abîmé un seul pas de vis pour le moment en forçant un petit peu au dévissage. Donc là, sur le dessus, on retrouve la carte de vol. Donc on va essayer de la démonter. Donc chose super pratique pour les débutants et même pour la maintenance si on n'a pas envie de s'embêter à souder, dessouder. La carte de vol, il n'y a aucune soudure à effectuer dessus. Donc là, en haut à gauche, on retrouve le récepteur. C'est pré-câblé, il n'y a plus qu'à venir mettre son propre récepteur. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai opté pour un RXSR de par l'encombrement très faible avec une bonne portée et de la télémétrie parce que c'est vrai que mine de rien, il reste plus beaucoup de place. Un petit peu là à l'arrière, on le verra après, et un petit peu là à l'avant. Donc on a le récepteur. Ensuite, là avec le fil vert, c'est l'émetteur vidéo. Juste là, ce fil là, c'est le Speedy Bee qu'on va essayer d'apercevoir juste après. Et le dernier, avec seulement 3 fils, c'est le buzzer. Donc voilà, on a très facilement démonté le contrôleur de vol. Donc on le voit sur le dessus, c'est un Omnibus F4 V5. Donc la carte de vol, elle embarque un OSD, un gyroscope MPU 6000. De ce que j'ai lu dans les specs, elle s'alimente par contre en 5 volts seulement. Donc il faut faire attention, il faut avoir des ESC ou une PDB qui ont un régulateur. Donc comme le signal vidéo transite par la carte, ils ont mis un filtre LC. Donc ça c'est plutôt pas mal pour avoir une vidéo clean sans parasite. Et donc j'ai rien de particulier en plus à ajouter sur la carte. C'est de l'omnibus assez classique. Là on a un slot pour mettre une micro SD et faire de la black box. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui aiment bien, notamment depuis que Topper nous a publié les tutos sur le forum. Le port USB, enfin, voilà, c'est assez classique, format 30,5 par 30,5 en termes de montage. Là on a un petit bouton pour accéder au bootloader si jamais on n'arrive pas à activer le mode DFU automatiquement avec Betaflight Configurator. Donc voilà, la carte de vol on la remet sur le dessus. Là on a accès aux ESC, donc eux je vais pas les enlever. Là on a la caméra que je ne peux pas retirer puisqu'on a l'entretoise là qui bloque. Quoique peut-être que si j'incline un peu, non ça sort pas. De toute façon il n'y a pas lieu de trop s'y attarder. C'est une caméra assez classique. On a son câblage là qui est plutôt court. En parlant de câblage, donc on voit les soudures là des ESC 4 en 1 qui sont plutôt clean. Le câblage est plutôt bien peigné. Donc ça c'est agréable pour un montage sur une bécane entre guillemets aussi peu chère. Donc les ESC, ce sont des ESC qui encaissent 45 ampères en courant continu par moteur et qui peuvent burster à 50 ampères. Donc ça c'est pas trop mal pour du 6S, ça passe largement.
Par contre, ce sont seulement des ESC BLLI S. J'aurais bien aimé voir des ESC 32 bits et ils sont compatibles des Shot 600. Bon, ça reste du bon matos et à mon avis, ça devrait plutôt bien voler si c'est bien réglé en tout cas. Donc à l'arrière, on retrouve la partie émission vidéo, réglage SpeeDB, Pigtail. La Pigtail qui est assez longue pour le coup, qui passe en dessous de tout ça. J'espère que ça chauffe pas trop et que ça fera pas de parasites sur l'émetteur vidéo. Et d'ailleurs, on va démonter ça également. Ah, j'ai perdu une entretoise là qui a dû se dévisser pendant que j'enlevais les autres. Donc voilà le VTX, même chose que l'AFC, maintenance sans soudure. Pareil, on le débranche ici, donc on peut le changer rapidement sans avoir à souder ni côté VTX ni côté FC. Un petit radiateur de dissipation thermique, un connecteur MMCX, un bouton de réglage, des LED d'affichage, mais il est compatible Smart Audio, donc il n'a pas spécialement besoin. Donc le VTX, évidemment, c'est un 5,8 GHz. Il peut émettre sur 40 canaux, dont la REST-band, en 25 mW, 200 mW ou 600 mW. Et il y a également un pit mode. Donc voilà, quelque chose d'assez classique. VTX XF 5804, référence que je ne connais pas personnellement. Je vous disais qu'il était compatible Smart Audio. Finalement, j'ai un gros doute parce que là, sur le câblage, on a juste audio-vidéo. Donc il y a très certainement un micro quelque part. Je ne le vois pas apparent là, donc c'est assez étonnant. À moins que ce soit audio pour Smart Audio. Bon, ça je verrai à l'usage. En tout cas, voilà, on a 4 câbles, plus, moins, signal vidéo et quelque chose de labellisé audio. Donc là, on a la Pigtail de la PDB, enfin des ESC 4 en 1. Donc sous le VTX, on retrouve le buzzer autonome sur lequel on va s'attarder juste après. Mais avant, à son dos, on a collé dessus le module SpeeDB dont je vous parlais en intro. Donc petit module Bluetooth qui permet de venir régler tous les paramètres de Betaflight avec l'application smartphone ou tablette, que ce soit sur Android ou iOS. L'application donc baptisée SpeeDB. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est pas hyper lourd. Pour le coup, ça rentrait. Et même chose, ça vient se brancher sans aucune soudure des deux côtés. Donc ça, c'est relativement pratique. Et juste en dessous, donc on a le buzzer autonome. Donc on va revenir sur ces specs après. Mais c'est plutôt pas mal comme intégration, je trouve, pour bien l'entendre et surtout pour prendre moins de place. La bottom plate est découpée pour venir laisser passer ici le petit buzzer. Donc le buzzer, on va y jeter un œil également. Et donc voilà le buzzer autonome, donc qui est assez imposant, mais bon, pour le coup ça rentre en stackable, c'est super pratique. Donc on a une LiPo 100 mAh, une cellule qui offre une autonomie assez conséquente, je crois, de mémoire, donc 4,2 volts, avec un buzzer annoncé à 110 décibels. Et pour l'avoir déjà testé, il gueule pas mal. On a également une petite LED témoin de fonctionnement et qui permet de retrouver le quad de nuit. Donc ça, c'est super nickel. Et comme tout le reste, petit connecteur très simple, installation, maintenance, démontage, aucune soudure, que des branchements. Il n'y a vraiment que les moteurs à venir souder. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal et pratique. Que ce soit pour un débutant ou un confirmé, on gagne du temps. Et donc là, on a une petite impression 3D qui est pas facile à enlever. D'ailleurs, je vais la laisser puisque ça va me faire forcer dessus. Donc l'impression 3D qui vient maintenir le connecteur de l'antenne, donc RPSMA, comme je vous le disais en abordant le sujet de l'antenne tout à l'heure. Et donc impression souple en TPU et qui est relativement propre. Donc j'ai abordé tous les points, il va nous rester à le peser. L'anthrax, oui, on est sur un trou X a priori avec une anthrax de 220 mm et le contrôleur de vol est flashé en Betaflight 352, donc Target Omnibus F4 SD. Donc on va peser le tout quand même, parce que moi, comme ça, vraiment par rapport à mes autres quads, ça me paraissait un petit peu lourd. Donc on va en avoir le cœur net tout de suite. Donc on est déjà à 306. Si on rajoute la top plate et tous les composants électroniques, le VTI, le RX, on n'a pas la visserie, mais donc on est à 355 grammes. Il manque quand même une entretoise. Je vais y mettre toutes les vis histoire d'être réaliste et précis. Et donc avec tous les composants, sans la lipo, sans les hélices. Donc on peut rajouter les hélices et les écrous aussi. Les écrous.
Bon, on est à 391 grammes, c'est tout à fait raisonnable pour un gros quad en bus de ce type-là, avec toute cette électronique. Donc non, on n'est pas léger, mais on n'est pas non plus hyper lourd. Donc avec une Lipo 6S en 1000 ou 1200 mAh, ça devrait être assez raisonnable. Ah oui, j'oubliais quand même la petite antenne. On approche des 400, et si on rajoute le support de GoPro, donc sans la GoPro, on est à 430. Voilà, vous avez à peu près tous les chiffres, vous savez à quoi vous attendre. Donc voilà, c'en est tout pour le démontage et la découverte de ce X220 HV. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple et plutôt bien pensé. Il y a très peu de soudure en dehors des moteurs, donc c'est tout à fait adapté aux débutants, même s'il y en a qui vont me dire que le 6S ça l'est pas. Au final, moi je trouve qu'on peut débuter en 4S au KV, donc pourquoi pas du 6S low KV. C'est un petit peu plus coupleux, mais je pense que ça se comporte à peu de choses près pareil. Donc adapté aux débutants, facile à démonter, remonter, réparer. Euh, Malgré l'impression de lourdeur que j'avais au début, finalement on est dans la moyenne pour les châssis de classe 220, et c'est plutôt du coup une impression de robustesse qui s'en dégage. En tout cas c'est très rigide, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Les bras sont un petit peu fins, mais au final ils sont épais, 5 mm, donc ça devrait résister quand même à quelques chocs. En parlant des bras, ça va me permettre d'aborder les quelques points négatifs que j'ai à l'esprit comme ça après un premier démontage. Donc il y a les bras qui protègent pas très bien les moteurs. Ensuite les moteurs, ils ont des pas de vis inversés en fonction du sens de rotation. Personnellement je trouve pas ça hyper pratique. Deuxièmement, ils sont pas soft mountés. C'est pas forcément conseillé parce que si c'est mal serré ou quoi, ils peuvent finalement plus bouger qu'autre chose ou être décalés. Mais ça permet aussi d'être plus tolérant aux moteurs un peu voilés ou aux hélices abîmées. En parlant de soft mount, l'AFC n'est pas soft mounté non plus. Toutes les FC haut de gamme, aujourd'hui elles sont fournies avec des gummies. Donc je pense que c'est un petit upgrade pas mal à faire, c'est mettre des soft mount sur l'AFC, même si elle a un gyro MPU 6000 et un processeur F4 qui normalement devrait réussir à effectuer le filtrage correctement. En parlant de filtrage, il n'y a également pas de condensateur. Il y en a quelques-uns sur les ESC80. Je ne sais pas vous dire quelle est la capacité, mais je pense qu'à terme, ce sera également une belle upgrade de mettre un gros condo sur la prise XT60 derrière la caméra, à mon avis, à la place, ou sinon sur la Pictel si la Pictel on la déplace. Puisque moi je trouve que là, autre point négatif, j'ai peur qu'elle se sectionne et que ça fasse un court-circuit avec le carbone à force de la manipuler comme ça. J'ai essayé de la faire sortir sous le support d'antenne, mais elle est trop courte. Donc je pense que le mieux c'est de la faire sortir sur le côté. Ça passe large avec les hélices, à condition de le sécuriser avec un petit riselant. Et en parlant de Pictel XT60, je la trouve un peu serrée entre le VTX et le buzzer autonome. Au remontage, je me suis aperçu quand même que ça serrait bien. Ça touche vraiment les deux plaques en dessous et au-dessus. Du coup, potentiellement, ça va chauffer encore plus. Avec le VTX, s'il est en 600 mW, c'est peut-être pas génial. Donc c'est une raison de plus de sortir la XT60 sur le côté. Mais bon, tout ça, les upgrades, je pense qu'on y reviendra, on verra dans le temps, puisque cet exemplaire-là du X220, on va le garder pour nous et pour les futurs tutos. Dernier petit point que j'ai pas pu aborder dans la vidéo, c'est le support en TPU de l'antenne. Il fait également support d'antenne pour le RX. On voit là deux petits emplacements pour venir mettre des tubes. Donc encore une fois, c'est pratique et bien pensé. Et donc oui aussi la caméra qui dépasse pas du châssis, donc qui est relativement bien protégée. Donc pour tout ce qui est solidité et expérience de vol et qualité de vol, on va le voir dans les prochaines vidéos. Mais il y a également un chanceux parmi vous qui aura la chance de se faire sa propre expérience, puisque on va vous en faire gagner un exemplaire tout neuf qui vous sera envoyé directement par Banggood, donc qui est le partenaire de ce concours. Donc n'hésitez pas non plus à suivre la boutique et à cliquer les liens que je vous mets dans la description, parce que c'est la condition pour faire ce petit giveaway avec Banggood. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu, ça nous permettra dans le temps de vous en faire encore plus. Même si vous avez pu le remarquer, ce mois-ci par exemple, on en est à notre 4e giveaway, et je pense que sur l'année 2019, on en fera à minima un par mois. Donc n'hésitez pas vraiment à bombarder la barre des likes et surtout partager la vidéo, laisser des commentaires, et ça sur toutes nos vidéos. Donc comme je vous l'ai mis dans l'article, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu avant de regarder cette vidéo, mais pour le remporter,
Ça va être un fonctionnement un petit peu différent des derniers giveaways. Il va falloir laisser un commentaire sur la vidéo, un commentaire ou plusieurs, peu importe, puisque le commentaire qui sera sélectionné pour remporter le X220 HV, c'est tout simplement celui qui aura le plus de likes. Donc, durant toute la semaine de participation, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos potes, vos amis, et à leur dire soit de participer, mais en tout cas de laisser un maximum de likes sur votre commentaire. Parce que du coup, ce ne sera pas un tirage au sort, mais pour désigner le gagnant, je vais tout simplement classer les commentaires par popularité. Et donc celui qui sera tout en haut avec le maximum de likes, c'est lui qui remportera le X220 HV la semaine prochaine. Donc sur ce, je vous incite encore à partager un maximum la vidéo, à faire un maximum de likes sur la vidéo, sur les commentaires. Et je vous souhaite un très bon réveillon et de très bonnes fêtes de toute la part de l'équipe OUI RFPV. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour désigner le gagnant.